Il advint une fort curieuse histoire. Dans une de ces nombreuses gentilhommières de briques qui ont poussé comme des champignons en Sologne au XIXe siècle. L'opulence et le confort ne préservent pourtant pas des malheurs d'un XXe siècle qui débute dans l'effroi. Ceux qui ont échappé à l'affreuse guerre qui a mis l'Europe à feu et à sang durent encore affronter un autre redoutable fléau. Florent, un fils d'une famille de nobliaux, n'échappa pas aux malheurs de l'époque. Lui, qui n'avait pas l'âge de rejoindre les tranchées, avait eu le malheur de perdre ses deux frères dans les grandes offensives de Nivelles. Puis, la paix enfin advenue, ce furent ses deux sœurs qui périrent de l'effroyable grippe espagnole. Comment avoir le cœur en joie dans de telles circonstances? Le garçon a trouvé exutoire dans la musique. Il a bénéficié d'excellents professeurs, débuta très jeune le piano et le violon. Pendant les terribles années de guerre, il s'est préservé du désespoir dans sa bulle musicale. Un espace protecteur qui lui permit de supporter l'effroi d'une période de deuil et de souffrance, chez lui comme dans tout le pays. Puis quand la maladie survint, quand la mort frappa une nouvelle fois le château en Sologne, il se donna l'illusion d'échapper à la folie en composant des mélodies tourmentées et magnifiques. Florent ne supporte plus de vivre au château. Trop de souvenirs douloureux lui rappellent ceux qui sont partis. Ses vieux parents muraient désormais dans le silence, ces pièces vides, habitées par la présence de ceux qui sont partis. Les portraits accrochés au mur, autant de raisons de fuir la belle demeure de briques aux pièces multiples. Né une cuillère dorée dans la bouche, il ne connaît pas les affres du manque et des difficultés matérielles. Pour lui, les soucis financiers ne se posent pas. Ses parents lui ont aménagé le relais de chasse au fond de la vaste propriété, juste en bordure du plus grand des étangs. Là, il peut recevoir sans gêner quiconque ses amis musiciens, les seuls qui lui ont permis d'oublier l'insupportable. Le jeune homme joue toute la journée, passe du piano au violon, et quand il veut se reposer un peu, compose ou bien chante de sa merveilleuse voix de ténor. Ayant tous les talents, il s'accorde même quelques escapades du côté du répertoire des contre-ténors. Il fait l'admiration de ses pairs, d'autres privilégiés qui occupent leur oisiveté parmi les notes et les instruments. La curieuse troupe passe des nuits entières à jouer et à boire avant que de tomber de fatigue et d'alcool au petit matin. Une nuit, dans les bois environnants, une femme mystérieuse s'avance. Elle est jeune, sa longue chevelure flamboyante flotte au vent. La belle se meut d'un pas sûr. Ses yeux brillent dans l'obscurité. Elle est enveloppée des brumes de l'étang tout proche, quand elle s'approche du pavillon de chasse. Elle est vêtue d'une longue cape noire, d'une grande robe rouge brillante et ornée de dentelles. Amanita, puisque tel est son nom, passe tout à la fois pour une diablesse, une sorcière, ou bien une courtisane égarée dans les bois. Elle attire tout autant qu'elle inquiète. Amanita, aimantée par les vocalises de Florent, désire cet inconnu dont la voix la met en transe. Il
Il sera sa nouvelle proie, sa gourmandise aussi. Elle veut le séduire, en faire son esclave, son jouet, comme elle a l'habitude d'agir avec les hommes, avant de disparaître et de les laisser à leur triste sort. Une fée maléfique, envoûteuse, une créature de chair et de volupté, de luxure. Malheur à qui croise son chemin. Quand la beauté vénéneuse pénètre dans le pavillon de chasse, le silence se fait. Son allure impressionne tous les amis de Florent. Ceux qui jouent d'un instrument se fichent, ceux qui chantaient se taisent. Dans le regard de tous ces jeunes gens, le désir est immédiat. La nouvelle venue dispose d'un charme instantané. Elle les a tous envoûtés. Une fois encore, elle a tous les hommes à ses pieds. Tous, non. Florent continue de chanter, indifférent à la beauté, insensible à l'ensorceleuse. Il ne s'est pas interrompu. Mieux même, jamais il n'a chanté si bien, si profondément, de manière si troublante. La voix du chanteur est de cristal, son visage d'une pâleur sublime. Sa voix touche l'âme de la Messaline, celle qui tombe en pâmoison devant ce chanteur céleste. Dans la pièce, on devine le trouble de chacun. Les amis de Florent se bousculent pour s'approcher de la sublime Amanita. Celle-ci, tout au contraire, a perdu la froideur et la distance qu'elle sait toujours plus apprendre pour charmer les hommes. Florent chante, indifférent à ce qui se déroule autour de lui. Il est comme porté par une inspiration céleste, son chant bouleverse, impose le silence et l'admiration. Soudain, rompant le charme de la mélodie, Amanita se jette aux genoux du chanteur, le supplie de la regarder, de la prendre dans ses bras. Elle s'offre impudique et conquise à celui qui a su toucher son cœur. Comportement est indécent, elle frappe son sein, déchire sa robe, pour finir par découvrir une poitrine offerte à son amour. Devant la beauté sculpturale de ses attraits, les autres garçons s'exclament. Ils se bousculent pour voir ce corps parfait, tandis que Florent est horrifié. Jamais, non, jamais, il ne pourra accepter cette diablesse, elle le répugne. Elle est pour lui l'incarnation du mal. Il devine le danger, il prend son violon pour jouer un requiem. Une musique divine pour chasser les forces de Satan incarnées par cette Amanita mortelle. La jeune femme se lève et à son tour se met à chanter pour accompagner le violoniste. Tous les témoins se souviendront d'un moment unique, d'un étrange contrepoint entre une mélodie céleste et une chanson sortie des ténèbres. La voix de la femme en rouge est caverneuse, étrangement grave, profonde et menaçante. Tous les amis de Florent sont pétrifiés, le contraste musical est saisissant. Ils sont incapables du moindre mouvement, ils ressentent en ces instants un trouble inquiétant, pressentant un cataclysme, une menace sourde qui électrise l'assemblée. L'un d'eux, manquant d'air, décide d'ouvrir la fenêtre. Il pense qu'ainsi chacun retrouvera ses esprits. Mal lui en prie. Dans l'instant, une boule de feu surgit on ne sait d'où. La foudre s'abat sur le violoniste qui se fige pour l'éternité. Il n'est plus qu'un bloc de granit. Une statue si réaliste que chacun retrouve les traits de celui qui fut leur camarade.
Le temps de se remettre de leur frayeur, tous les amis de Florent cherchent du regard la créature qui a provoqué le drame. Nulle trace de la diablesse. Elle s'est volatilisée dans le fracas du tonnerre. La nuit s'achève. Petit à petit, les jeunes gens sortent de leur torpeur. Ils se concertent, cherchent à retrouver leurs esprits, à proposer une explication rationnelle à ce qui s'est déroulé devant eux. Ils en sont incapables. D'autant qu'il leur faudra servir une explication aux parents de Florent déjà si accablés par l'existence. Que leur dire? C'est l'un d'eux qui propose de leur servir une fable, un mensonge acceptable pour atténuer la douleur et expliquer l'inexplicable. Les jeunes gens installent sur un promontoire qui surplombe l'étang la statue de granit. Puis ils partent annoncer aux vieux parents que leur Florent a décidé de quitter le pays. Il a depuis longtemps préparé sa fuite et pour qu'ils se souviennent de lui, a réalisé cette magnifique sculpture. Les parents sont effondrés. Leur dernier enfant les a quittés. Mais la beauté si mystérieuse de l'éphèbe sculpté apaise au fil du temps leur chagrin. C'est comme si leur cher Florent était présent au cœur de cette œuvre d'art. Ils viennent ainsi chaque jour s'asseoir longuement devant la statue. Il leur semble entendre le violon et le chant de leur cher enfant. La douleur avait été si vive toutefois qu'ils chassèrent les amis de Florent. Ils eurent même l'idée de raser le pavillon de chasse sans pour autant aller jusqu'au bout de cette action. Ils se persuadèrent que la statue les avait suppliés de garder la maison et même de la confier à Jacquenotte, une gamine du village, née la même année que Florent. La petite était de condition modeste et de santé fragile. Fille des jardiniers, elle avait toujours grandi ici à l'écart des autres. Elle ne parlait pas. Elle n'était pourtant pas muette. Souvent, quand Florent jouait de la musique, elle s'approchait à distance et fredonnait de si belle manière que le garçon appréciait ses visites discrètes. Ce fut une évidence pour les parents que c'était cette pauvre fille qui devait garder la mémoire de leur enfant. Jacquenotte entretiendrait le pavillon dans l'espoir qu'un jour leur garçon revienne. La jeune fille fit tant et si bien que jamais le relais des chasses ne fut aussi agréable. Elle en fit une sorte de musée en l'honneur de celui qui était parti. Elle y planta des fleurs tout autour de la maison et plus encore autour de la statue. Chaque jour, elle aussi passait de longues heures près du violoniste en granit. Mais ce qui arrivait alors était de plus en plus incroyable. Jacquenotte faisait des gammes, travaillait sa voix, chantait de plus en plus merveilleusement. Bientôt celle qui ne parlait pas, qui fuyait la présence des humains, celle-là qui n'était jamais allée à l'école et qui n'avait jamais appris la musique, que cette pauvrette attignit au sublime. Elle chantait comme personne jusque-là n'avait chanté, si ce n'est peut-être Florent. Un matin d'automne, la propriété se trouva couverte d'un curieux champignon rouge avec des points blancs. Le même jour, Jacquenotte et la statue avaient disparu. Que s'était-il passé? Nul ne sut le dire. Les parents du violoniste furent retrouvés morts sur le banc là où se dressait jusqu'alors la statue de granit. Ils avaient un curieux sourire au coin de la bouche. Ils se tenaient tendrement enlacés, apaisés dans la mort qui les avait saisis tous les deux dans le même instant. Les champignons furent baptisés amanites. Certains prétendaient que leur poussée avait brisé la malédiction de Florent. La diablesse s'était fait champignon vénéneux et le jeune homme était parti avec celle qu'il avait toujours aimée.
De Jack Not et de Florent, nul n'eut jamais de nouvelles. Il se murmure qu'il y a parfois des soirées magiques en Sologne où des promeneurs entendent un violon accompagnant une voix sublime d'une chanteuse invisible. Beaucoup se moquent et affirment qu'ils ont dû faire abus de champignons hallucinogènes. Les gens sont si méchants. Et surtout réfractaires au mystère qui échappe à la raison. Prenez donc la peine de venir à votre tour vous promener dans notre belle Sologne. Vous aurez peut-être le bonheur d'entendre Jack Not et Florent. Si c'est le cas, gardez ce plaisir pour vous et n'en dites rien à personne.